Nous abordons un sujet qui devrait vous interpeller, puisque vous êtes étudiant dans l'enseignement supérieur. Il va s'agir des universités médiévales en Europe, parce que c'est le seul endroit dans le monde où il y a des universités à ce moment-là, où elles naissent et où elles vont fleurir, se développer, s'épanouir. Depuis quelques années, on a entamé un processus dans la plus grande partie de l'Europe que l'on appelle le processus de Bologne. Alors, de quoi s'agit-il? Le processus de Bologne, c'est un accord, un traité qui a été passé entre la plus grande partie des États européens, même au-delà de l'Union européenne, pour harmoniser l'organisation des études de telle manière que les étudiants puissent circuler plus facilement sur le continent européen, puissent également voir leur diplôme reconnu plus facilement partout à travers le monde, parce que justement, il y aurait eu harmonisation du cursus, des diplômes et même du vocabulaire. Autrement dit, l'objectif est une plus grande lisibilité des documents fournis par les institutions, parce que tout ça aurait été uniformisé. Derrière cela, il y a bien entendu un objectif qui n'est pas caché, il est écrit, mais qui participe d'un projet économique qui est évidemment l'employabilité des travailleurs intellectuels partout sur le continent pour qu'ils puissent être facilement employés par des employeurs dans les différents pays. Et donc, le projet n'est pas aussi humaniste qu'on pourrait le penser, universaliste si vous voulez. Derrière tout ça, il y a bien des objectifs qui sont liés à la productivité, sans aucun doute. En se fixant comme normes des normes américaines. C'est comme ça qu'en Belgique, puisque nous sommes en Belgique, nous sommes passés d'un système de graduat pour les hautes écoles et de candidature dans les universités à un système unique de bachelor qui existait déjà dans les pays anglo-saxons. La licence à l'université a disparu, elle reste en France, pour une raison que je peux évoquer très rapidement, et dans tous les pays européens, donc, le mot licence a disparu au profit du terme master. D'ailleurs, les études ont été prolongées d'un an, elles ont été prolongées de 4 à 5 ans. Alors pourquoi en France on utilise toujours le terme licence? Tout simplement parce que les étudiants français, au sortir de leurs études secondaires, passent déjà un examen national qui s'appelle le baccalauréat. Donc vous voyez, ça n'aurait pas eu de sens d'avoir un titre de bachelier à 18 ans et puis un deuxième titre de bachelier 3 ans plus tard. Donc ils ont gardé le terme de licencié, tout simplement, qui correspond à 3 ans d'études en fait. Les 3 premières années, ce que chez nous donc, on appelle le bachelier. Voilà. Vous remarquerez aussi que cette réforme a été initiée dans une ville qui n'a pas été choisie au hasard, bien entendu, c'est la ville de Bologne. Pourquoi Bologne? Qui n'est pas une ville extrêmement importante sur le plan démographique, ni sur le plan économique, ni à l'heure actuelle, en tout cas sur le plan universitaire. Alors, cette ville de Bologne a été choisie parce que c'est la première université en Europe, tout simplement. C'est la plus vieille des universités. Et donc, c'est dans cette université mère, si vous voulez, ou pas dans cette université mère, en tout cas dans la ville qui a vu la première université européenne, que le processus, l'accord a été signé entre les différents États européens. Voilà. Nous allons maintenant aborder le sujet au sens strict,
le sujet proprement dit. Et vous allez voir que ce sujet devrait beaucoup vous intéresser, parce que toute une série d'éléments qui vous concernent se mettent en place justement à partir du XIIe et du XIIIe siècle. Des rites, des traditions dans la vie étudiante, l'organisation de l'enseignement lui-même, en tout cas à l'université, en faculté par exemple, le problème du financement des études, tout ça, tous ces problèmes se mettent en place déjà donc pendant le Moyen-Âge classique, à l'apogée du Moyen-Âge au XIIe et XIIIe siècle. Donc c'est vraiment un sujet d'actualité pour vous. Et vous le savez sans doute, hein, on est en train de procéder à une nouvelle réforme en Belgique, c'est ce qu'on appelle le décret de paysage, où on va refondre complètement le système des études avec des unités d'enseignement, des modules qui, là encore, sont destinés à vous permettre de circuler plus facilement et de reconnaître vos diplômes. Mais je vous le dis, tout ça, ça se fait dans un cadre qui est très clairement de type économique et n'a pas d'objectif intellectuel à mes yeux. En tout cas, je ne vois pas du tout quel est le projet intellectuel derrière tout ça. Mais peut-être suis-je limité et il y a peut-être un projet finalement, mais je n'y crois pas. Je crois que c'est tout simplement une stratégie essentiellement financière qui préside à tout ça, et l'objectif c'est de faire passer peut-être plus d'étudiants aussi, parce qu'il y a beaucoup d'étudiants qui échouent en secondaire et dans l'enseignement supérieur, et il s'agit effectivement de faciliter les choses à ce niveau-là. Bon, maintenant on va aborder le sujet lui-même. Deux étapes. Nous allons d'abord aborder la période qui précède la naissance des universités, et puis nous allons aborder donc cette éclosion d'établissements d'enseignement supérieur période qui va s'épanouir au XIIIe, XIVe et XVe siècle. En tout cas, dans son extension géographique, sinon sur le plan intellectuel. Alors, je vous ai fait un petit memento, tableau, où je vous ai indiqué quels étaient les différents sujets que nous allions aborder. Alors, au XIe et au XIIe siècle, déjà même avant, depuis l'époque carolingienne, il existait des écoles. Alors ces écoles étaient de plusieurs types. Il y avait des écoles monastiques, il y avait des écoles épiscopales et il y avait des écoles indépendantes, nous pourrions dire de l'enseignement privé. L'enseignement officiel, faut-il vous dire, n'existe pas à cette époque-là, mais il existe donc un enseignement qui se rapprocherait, je dirais, de ce que nous appelons l'enseignement officiel, c'est tout à fait différent, bien entendu. C'est l'enseignement, là aussi, privé au sens contemporain, moderne du terme, mais enfin des écoles reconnues officiellement, c'est ça que j'ai voulu dire. Ce sont donc les écoles monastiques et les écoles épiscopales. Il ne faut pas oublier qu'au Moyen-Âge, le pouvoir politique, la religion sont intimement liés, puisque la religion soutient idéologiquement donc l'organisation de la société féodale, puisque nous sommes pendant la période féodale ici. Alors, ces écoles monastiques, elles existent déjà depuis le Moyen-Âge, elles se sont multipliées au XIe et au XIIe siècle. Qui rencontre-t-on dans ces écoles? Eh bien, on trouve essentiellement des oblats, c'est-à-dire des jeunes enfants de bonne famille, souvent de familles nobles, qui sont destinés à faire une carrière ecclésiastique. Donc ils ont besoin de rudiments. Ils ont besoin de rudiments, mais pas plus vraiment que de rudiments. Il ne s'agit pas d'avoir un enseignement poussé, parce que à cette époque-là, et je vous renvoie à un cours que j'ai dû vous donner il y a déjà 15 jours, sur les ordres religieux au Moyen-Âge, je vous avais expliqué que pour les bénédictins, le travail intellectuel n'était pas très important.
il faisait partie effectivement de la division en 3 de la journée qui avait été fixée par Benoît de Murcie, donc au VIe siècle. Hein, vous vous souvenez, un tiers du temps à travailler, travail manuel ou intellectuel, une partie du temps, un tiers du temps pour se reposer et un tiers du temps pour prier, hein, pour méditer. Je ne reviens pas là-dessus puisque je vous ai expliqué tout ça dans le détail il y a 15 jours. Donc en fait, cet enseignement n'est pas très poussé, c'est là que je voulais en venir. Il y a ensuite des écoles épiscopales. Alors ces écoles épiscopales, ce sont donc des écoles qui se trouvent dans les villes, alors que les monastères, souvenez-vous, jusqu'au XIIe siècle, les monastères sont à la campagne. Il faut attendre le XIIIe siècle avec les franciscains, les dominicains, pour voir, comment dirais-je, des ordres religieux s'installer dans les villes. Avant, les ordres religieux, les bénédictins, les clunisiens, les cisterciens, sont à la campagne. Donc, dans les villes, il y a des écoles épiscopales. Ce ne sont donc pas des écoles monastiques. Ces écoles épiscopales, ce sont donc des écoles qui se trouvent à côté du siège de l'évêché, hein, et qui sont là destinées également à former de futurs prêtres la plupart du temps. Et là aussi, il n'y a pas d'intention d'approfondir véritablement l'enseignement, puisque le but est simplement de former des clercs, des prêtres. Et enfin, restent ces écoles indépendantes dont je vous ai parlé, des écoles privées où on doit payer. Donc, alors à cette époque-là, on paye directement le maître ou les maîtres qui travaillent dans ces écoles, puisque c'est le maître qui doit fournir le logement, il doit fournir l'enseignement et tout le matériel, y compris les livres. Donc on paye directement le maître. On paye directement le maître. Là aussi, il s'agit d'un enseignement assez élémentaire, il n'y a pas d'examen, on y apprend essentiellement le latin, et le latin, on l'apprend bien entendu en lisant des textes religieux. Hein, ce n'est pas en apprenant des textes latins, païens, si je puis dire, ou profanes de l'Antiquité. Voilà. Alors vous voyez ici que au tableau, j'ai indiqué également qu'il y a quand même des écoles, mais alors je dirais des écoles supérieures. Ce sont en fait des écoles où il y a des gens qui pensent, qui travaillent, qui recopient des manuscrits, hein, et qui s'interrogent déjà sur le fonctionnement de la société de l'époque, mais d'un point de vue évidemment purement religieux. Ce sont des écoles de pensée, je dirais, religieuses. Mais on n'en est pas encore à, je dirais, ces écoles théologiques qui vont se développer à partir de la deuxième moitié du XIIe siècle au XIIIe siècle, où là on va faire vraiment de la philosophie. Alors, il y a l'école de Laon en France. J'ai déjà cité cette école la semaine passée. Je vous rappelle comment Laon s'écrit, L-A-O-N, hein, pas confondre avec la ville de Lens, vous l'avez dit il y a une semaine, vous vous souvenez qu'il s'écrit L-E-N-S. Il y a également l'école de Chartres, et il y a enfin l'école de Paris. Il ne faut pas sous-estimer ces écoles parce qu'elles vont préparer le terrain à la période qui va suivre, c'est-à-dire au mouvement de création des universités. Donc il ne faut pas sous-estimer. Donc on ne peut pas dire que les universités sont nées de rien. Il y avait un terreau fertile que certains médiévistes appellent la Renaissance du XIIe siècle, de la même manière qu'on avait parlé de la Renaissance carolingienne, donc au 8e, dans la deuxième moitié du 8e siècle et au début du 9e siècle, à l'époque d'Arcoing par exemple. Quelles sont les matières que l'on enseigne dans l'enseignement, je dirais, secondaire, de niveau secondaire, puisqu'il n'y a pas d'école de niveau supérieur encore à cette époque-là? Eh bien, ce sont des matières qui appartiennent à ce qu'on appelle les arts libéraux. Ça remonte en fait à l'Antiquité romaine, les arts libéraux.
Il y avait 3 disciplines que nous appellerions littéraires, mais ça n'a pas beaucoup de sens, et 4 disciplines que nous appellerions scientifiques. En fait, c'est une projection, je dirais, de nos catégories actuelles, hein, qui distinguent les sciences humaines et les sciences naturelles et exactes, si vous voulez. Mais qu'il soit bien clair que c'est une division qui est un petit peu, qui est même très certainement anachronique. Alors, quelles sont les disciplines que l'on enseigne dans l'enseignement secondaire? Il y a tout d'abord la grammaire. Alors, la grammaire, il ne faut pas l'entendre au sens strict où nous l'entendons, c'est-à-dire l'apprentissage basique de la langue avec la syntaxe, etc. C'est essentiellement l'étude des lettres. Voilà. Alors, le mot gramma, hein, en grec, veut dire lettre, tout simplement. Alors, à côté de la grammaire, il y a 2 autres disciplines qui sont la rhétorique, c'est-à-dire l'art oratoire, l'art de bien s'exprimer. Et puis, il y a la dialectique. La dialectique, c'est l'étude du raisonnement. Donc, on apprend à argumenter. Ça, ce sont les disciplines que l'on appelle les disciplines du trivium. Je vais l'écrire au tableau. J'ai oublié d'écrire tout à l'heure. Alors, le trivium, ça s'écrit comme ceci. Parce que j'ai pris l'habitude d'écrire en bleu les langues anciennes. Trivium. Ça va? T-R-I-V-I-U-M, le trivium. Donc, vous voyez, 13. Maintenant, ça veut dire l'ensemble des 3 disciplines. Et alors, les 4 disciplines que j'ai appelées plus scientifiques, c'est ce qu'on appelle le quadrivium. 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 Vous voyez qu'il y a 4 voix, si vous voulez. Quadri, il ne faut pas être un grand latiniste pour comprendre que ça renvoie au chiffre 4. Alors, quelles sont ces disciplines du quadrivium? Vous avez tout d'abord, ce qui est le plus basique, c'est l'arithmétique. L'arithmétique, c'est l'étude des nombres. On apprend d'abord à calculer. Il y a ensuite la géométrie. C'est l'étude des surfaces. Il y a en 3e lieu l'astronomie, c'est-à-dire l'étude du ciel, du mouvement des planètes, de la position des étoiles. Et enfin, il y a une discipline à laquelle on ne penserait pas, mais pour ceux qui font de la musique, ils savent que la musique solfège, c'est quelque chose de très rigoureux et de très mathématique, justement, c'est donc la musique. Il est évident qu'à l'époque, c'est la musique sacrée. Voilà. Donc ça, c'est le programme des études de l'enseignement secondaire. Inutile de vous dire qu'il y a très peu de jeunes qui suivent cet enseignement, puisque l'immense majorité de la population paysanne ou autre est essentiellement, même urbaine, est essentiellement analphabète. Il ne faut pas oublier que ça concerne un pourcentage réduit de la population. Alors, vous voyez qu'il est indiqué ici théologien et savant. Alors déjà, au XIe ou XIIe siècle, il y a quelques personnages que j'ai repris sur ma ligne du temps et que je vous demanderai de retenir parce qu'ils ont eu un rôle important à leur époque, et puis ils sont les prédécesseurs des grands théologiens du XIIIe siècle. Il y a tout d'abord Anselme de Canterbury. Ça va? Canterbury en Angleterre. Alors, Anselme de Canterbury veut faire entrer la raison dans la théologie. Donc il veut que la raison serve à expliquer la foi même. Alors on pourrait dire a priori, ben non, ce sont 2 domaines tout à fait différents. La foi relève de la pure subjectivité, tandis que la raison vise à construire un lien avec le monde, c'est-à-dire un lien objectif, un lien avec l'objet.
Je dirais, c'est la première réaction qu'on pourrait avoir. Mais vous savez que pendant 3 siècles, c'était, même plus, 4 siècles, c'était la grande discussion, c'était de savoir si la foi et la raison étaient conciliables. C'était le grand problème des théologiens. Et donc, Anselme de Canterbury a utilisé, pour démontrer l'existence de Dieu, l'argument ontologique. Je vais aussi l'écrire au tableau. Alors, ontologique. Vous avez suivi mon cours de philosophie l'année passée, donc vous savez normalement ce que ça signifie, l'argument ontologique. Donc l'ontologie, c'est l'étude de l'être, je le rappelle. Hein? Ontologie, le discours sur l'être, l'ontologie. Alors c'est quoi l'argument ontologique d'Anselme de Canterbury? Eh bien, c'est que on ne peut pas imaginer d'être plus grand, plus parfait que Dieu. Et le simple fait de penser à cet être-là prouve son existence. Donc cet être tout-puissant, immensément grand, qui a toutes les qualités. Donc le simple fait d'y penser, ça ne peut être que Dieu qui vous a mis cette idée dans la tête. Sinon, nous, faibles êtres humains, nous n'aurions pas pu penser à cet être-là. Ça va être réfuté par la suite, le temps moderne en particulier. Alors, le deuxième personnage que je vous cite ici, c'est Pierre Abélard. Alors, Abélard est à cheval sur le XIe et le XIIe siècle. Pour des questions de place, j'ai parfois dû effectivement un petit peu les placer à un endroit qui évitait qu'il y ait surcharge au tableau. Alors Pierre Abélard est surtout connu pour ses déboires avec Héloïse. C'était une femme qui l'aimait, qui est devenue abbé, je dirais, féminine, mère abbé de son mère supérieure d'une abbaye. Lui-même, vous connaissez peut-être la chanson Brassens, je suppose, il a eu des déboires. Et donc, en fait, il est surtout important, non pas pour l'anecdote, quoique ce ne fut pas une anecdote pour lui, que d'être châtré, ça certainement, mais c'est un événement, sans doute l'événement le plus important dans sa vie, je dirais. Mais Abélard, c'est un très grand philosophe, c'est un très grand théologien. Et il essaye justement de montrer l'intérêt de la raison pour comprendre le projet de Dieu, pour comprendre ce qu'est Dieu, qui est Dieu finalement. Donc il associe dans sa vision théologique du monde la foi et la raison. Abélard, c'est quelqu'un qui a eu beaucoup de succès. À Paris, il a créé sa propre école d'ailleurs. Il est parti de l'île de la Cité. Vous voyez où se trouve l'île de la Cité, c'est cette île qui se trouve dans le cœur de Paris, à l'heure actuelle, à côté de l'île Saint-Denis qui est plus petite, où se trouvait l'école épiscopale, c'est-à-dire l'école de l'évêché de Paris, et il a déménagé sur la rive gauche, là où le quartier, ce qu'on appelle maintenant, enfin depuis le Moyen-Âge, ce qu'on appelle le quartier latin, c'est-à-dire le quartier de l'université. Car c'est là que l'université va s'installer, non pas sur l'île de la Cité, mais justement sur la rive gauche. Donc ça résulte d'un conflit entre écoles, si vous voulez, théologiques, entre d'une part l'école épiscopale et d'autre part Abélard et puis ceux qui viendront après lui, qui veulent justement se séparer de ce pouvoir épiscopal pour être libres. La liberté de penser au Moyen-Âge est bien relative, on est bien d'accord, mais en tout cas se libérer de ce pouvoir épiscopal.
On va passer maintenant à la naissance des universités. Et je viens de faire le lien entre la naissance des universités et d'autre part le système scolaire qui existait précédemment. Pourquoi, dans quelles conditions et où sont nées les universités? Eh bien, tout d'abord parce qu'il y a eu cette recherche de liberté. Les premières universités se créent pour se détacher du pouvoir épiscopal, du pouvoir princier aussi. Et très rapidement, la papauté prend conscience de l'intérêt de soutenir les universités, parce que les universités vont soutenir la papauté dans son combat, et là aussi vous avez eu un coup, c'était la semaine passée, dans son combat contre le pouvoir laïque. Vous vous souvenez, la semaine passée, je vous ai parlé de la querelle des investitures, je vous ai parlé de la querelle entre l'Empire et la papauté, et donc au XIe ou XIIe siècle, le pape d'une part, l'empereur d'autre part, plus tard il y aura également différents rois, le roi d'Angleterre, le roi de France, qui vont entrer dans la bataille, eh bien le pape à ce moment-là essaye d'imposer sa souveraineté sur l'ensemble du monde temporel. Les papes considèrent à ce moment-là que le pouvoir spirituel est supérieur au pouvoir temporel et que par conséquent, le pape coiffe la pyramide féodale. Vous vous souvenez ce que je vous ai expliqué la semaine passée. Et donc, le pape voit tout l'intérêt à soutenir les universités, à soutenir les intellectuels, les théologiens qui vont travailler dans ces universités, parce qu'ils vont travailler pour lui. En tout cas, c'est l'intention des papes. Mais le succès des universités va conduire en fait, je dirais, à une réaction. C'est très rapidement, les princes territoriaux, les rois, les empereurs vont se rendre compte de tout l'intérêt qu'eux aussi peuvent tirer des universités. Je le verrai tout à l'heure, mais le droit romain, qui sera enseigné dans la faculté de droit, aura entre autres comme fonction de soutenir les prétentions royales face aux prétentions pontificales. Évidemment, il y aura une réaction de la papauté et du pouvoir ecclésiastique qui sera de créer et de développer son propre droit. Je vous en parlerai plus tard aussi, c'est ce qu'on appelle le droit canon. Donc, les universités sont créées essentiellement dans un souci de liberté par rapport à un pouvoir ecclésiastique ou un pouvoir laïque. Ils essayent d'être indépendants et ils essaient de s'organiser par eux-mêmes. Alors, il y a une deuxième cause au succès des universités. Ce n'est pas seulement que l'on va y pratiquer une certaine forme de liberté de pensée, mais je dis bien liberté de pensée par rapport au pouvoir. À cette époque-là, il est bien entendu que tout le monde est chrétien, catholique, et que les universités vont justement défendre l'orthodoxie, puisqu'elles sont du côté de la papauté. Donc quand je dis liberté, c'est liberté par rapport à des pouvoirs, mais pas liberté, je dirais, comme nous entendons maintenant le terme libre penseur, hein, ça n'a rien à voir avec ça. Mais enfin, il y a une certaine recherche libre qui va quand même... On va se poser des questions, et peut-être on ne va pas peut-être apporter toujours les réponses qui ont été apportées précédemment, tout en restant évidemment dans une certaine ligne droite, bien entendu. Eh bien, le deuxième élément, c'est que dans les universités, on va avoir une palette d'enseignement qui est beaucoup plus large que celle que l'on trouve dans ces écoles épiscopales, monastiques ou indépendantes dont je vous ai parlé pour le XIe ou XIIe siècle. Il y a différents enseignements qui vont être créés,
Et alors, j'en arrive très rapidement à l'organisation des facultés. Mais je voudrais peut-être encore vous dire un petit mot sur le succès des universités, quant à leur localisation. Au début du mouvement, donc essentiellement au XIIIe siècle, les universités se situent principalement donc dans l'ouest de l'Europe et dans le sud de l'Europe. Je vais vous montrer la chronologie. Alors qu'à partir du XIVe au XVe siècle, on va voir que des universités vont être créées en Europe centrale et en Europe septentrionale. Donc quand je parle d'Europe centrale, je veux dire en Germanie, donc en Allemagne, dans le Saint-Empire romain de la nation germanique, également en Pologne, mais aussi en Suède, au Danemark. Et je vais vous montrer ça directement sur la chronologie que j'ai préparée pour vous. Alors, vous allez voir que dans ce tableau, il y a deux rubriques. À gauche, dans la colonne de gauche, vous trouverez les théologiens les plus importants, ceux qui ont marqué leur temps depuis l'an 1000 jusqu'en 1400, donc ça couvre 4 siècles, 11e, 12e, 13e et 14e siècle. Et dans la colonne de droite, j'ai repris les principales universités, parce qu'il y en a eu bien plus que ça, qui ont été créées donc en Europe, donc entre le XIIe et la fin du XIVe siècle. J'ai essayé, je les ai placés dans l'ordre chronologique, toutefois, par manque de place, j'ai dû, pour que ce soit lisible pour mes étudiants, j'ai dû comment dirais-je, je n'ai pas pu les compresser comme si j'avais été tout à fait rigoureux sur le plan chronologique, comme ça aurait dû l'être. Pourquoi? Parce que sinon, vous n'auriez pas pu lire quoi que ce soit. Et donc, par exemple, pour les universités qui se trouvent ici, vous voyez, au XIIIe siècle, on a l'impression que Arezzo est créé au début et que Cambridge est créé dans les années 1880-1890. Non, en fait, toutes ces universités sont créées dans le premier tiers du XIIIe siècle. Simplement, je n'avais pas la place. Alors, c'est ce qui explique l'accolade que vous voyez ici et la petite flèche qui regroupe ces universités dans le premier tiers, ici, du XIIIe siècle. Tout ça pour qu'on ne suppose pas qu'il y a des erreurs dans mon tableau. Voilà. Alors, les premières universités créées, regardez. Il y a d'abord Bologne. Il y a ensuite Paris. Ensuite Oxford. Vous voyez que je les ai entourées parce qu'elles vont rester de grandes universités pendant tout le courant du Moyen-Âge. Bologne, Paris, Oxford, c'est vraiment les grandes universités, surtout l'université de Paris. Ensuite Montpellier. Vous voyez bien que ces universités sont bien situées, comme je le disais il y a un instant, à l'ouest de l'Europe et dans le sud de l'Europe. On va continuer, vous allez voir que c'est la même situation, l'ouest et le sud de l'Europe. Arezzo, qui se trouve en Toscane, près de Florence, Salamanque, qu'est-ce que je viens de dire? Oui, en Toscane, près de Florence, Salamanque, qui se trouve en Espagne, Padoue, qui se trouve près du Pau, enfin dans le nord de l'Italie, Naples, sud de l'Italie, Toulouse, sud de la France, et alors Cambridge, qui se trouve donc en Angleterre. Je vous ai dit que ces universités ont donc bien été créées dans le premier tiers du XIIIe siècle. On continue. Coimbra au Portugal, Pérouse en Italie. Alors là, vous voyez, 14e et 15e siècle, parce que je n'ai pas continué, parce que ce n'est pas indispensable dans le cadre de nos propos d'aujourd'hui, Prague. Alors Prague, vous êtes en Europe centrale. Donc c'est le royaume de Bohême. C'est une université qui a été fondée en 1347 par l'empereur Charles IV. Donc l'empereur du Saint-Empire romain de la nation germanique. Prague. Alors, Cracovie, le sud de la Pologne. Vienne. Heidelberg, en Allemagne. Cologne, ouest de l'Allemagne, et Leipzig, en Allemagne également. Alors, pendant cette période-ci,
c'est-à-dire 12e et 13e siècle, et donc c'est surtout essentiellement donc, le 13e siècle, il y a une vingtaine d'universités qui ont été créées. Une vingtaine. Au 14e et au 15e siècle, qui n'apparaît pas ici, une trentaine d'universités ont été créées. Donc ça veut dire qu'au Moyen-Âge, une cinquantaine d'universités ont été fondées. Et entre autres, en 1425, je ne l'ai pas noté, non, par manque de place, l'université de Louvain. L'université de Louvain. Ça va? Donc, une vingtaine d'universités ici, et puis une trentaine entre 1300 et 1500. C'est pour vous donner un petit peu un ordre de grandeur de l'extension des universités. Alors, nous allons parler maintenant de l'organisation, de l'endroit où les cours se donnaient et du cursus des études. Alors, il y a déjà une chose que je ne vous ai pas encore dite. C'est que, abordé donc dans le cadre de l'organisation, c'est que le mot université ne renvoie pas du tout au mot univers, par exemple. Ça renvoie à un mot latin qui est universitas, parce que beaucoup de gens qui pensent que l'université, c'est l'endroit où on étudie toutes les matières, donc univers, universel. Non. Ça vient d'un mot latin qui veut dire, universitas, qui veut dire communauté. En fait, c'est un mot qui est celui que l'on utilisait également pour les corporations. Donc cette communauté n'est rien d'autre qu'une corporation, une association professionnelle dans laquelle on trouve d'une part des professeurs et d'autre part des étudiants. Je l'ai indiqué sur le tableau ici, donc communauté des maîtres et des étudiants en latin, puisque c'était la langue que l'on parlait à l'université. À l'époque, n'oubliez pas qu'à Paris, si vous allez dans le quartier université, on l'appelle toujours, donc c'est le 5e, 1, 2, 3, 4, donc c'est le 5e arrondissement, on parle toujours du quartier latin. Du quartier latin. Donc, universitas magistrorum, ça veut dire des maîtres, c'est le génitif pluriel du magistère, et scholarium, c'est le génitif pluriel, donc complément déterminatif de scolaris, ça veut dire étudiant. Voilà. Alors, donc, une université, c'est une communauté de professeurs et d'étudiants. Autrement dit, c'est une communauté de gens qui sont d'une part ceux qui offrent un enseignement et d'autre part ceux qui sont en demande d'enseignement, donc ce sont donc des consommateurs. On peut dire que ce sont des clients puisqu'on paye à l'université. Donc il y a des clients et il y a des gens qui offrent leurs services moyennant finance. Alors comment sont organisées ces universités? Elles sont organisées en 4 facultés. Il y a d'abord une faculté de base qui correspond à l'enseignement secondaire, c'est ce que l'on appelle la faculté des arts. Alors, on rentre à la faculté des arts à 14 ans et on en sort à 20 ans. Donc vous voyez, en gros, c'est l'enseignement secondaire. Alors pourquoi des arts? Donc c'est pas une école artistique du tout. Ça renvoie aux fameux 7 arts libéraux dont je vous ai parlé tout à l'heure, le trivium et le quadrivium. Donc c'est entre 14 et 20 ans, on apprend les lettres, on apprend à compter, si je puis dire, on apprend à raisonner, à bien parler, on a des notions d'astronomie, on apprend également la géométrie et on y apprend la musique. Voilà, c'est ça les programmes de cours pour l'enseignement secondaire. Ça vous intéresse plus particulièrement puisque vous êtes décidé à enseigner en secondaire, donc quand même intéressant de connaître l'histoire ou la préhistoire des écoles. Hein. Et puis alors, une fois qu'on a réussi ces cours-là, ce cycle de 6 ans, vous voyez, c'est quand même 6 ans, on est bachelier. Et donc maintenant, vous comprenez peut-être mieux pourquoi en France, on passe le baccalauréat à 18 ans. C'était installé à l'époque de Napoléon. Hein. Mais en fait, c'est le premier titre universitaire, donc ça veut dire que quand vous êtes élève dans un lycée en France, dès lors que vous obtenez votre bac, hein,
vous obtenez votre premier titre universitaire. Donc quand vous êtes bachelier en France à l'heure actuelle, vous avez un titre universitaire, c'est celui de bachelier. Alors, une fois que vous avez ce titre-là, vous pouvez poursuivre vos études. Il y a 3 facultés possibles. Il y a la faculté de théologie, où on étudie les affaires relatives à la religion. Donc on étudie les textes sacrés, bien entendu, les Écritures. Il y a ensuite la faculté de droit. Alors, on peut y étudier soit le droit civil, soit le droit religieux. Donc ce que l'on a appelé le droit civil, c'est le droit romain, et le droit religieux, c'est ce qu'on appelle le droit canon. Et puis, il reste une dernière faculté qui est la faculté de médecine. Je reviendrai rapidement là-dessus tout à l'heure. Il faut savoir que le titre de licencié, qui a disparu maintenant en Belgique depuis quelques années, puisque maintenant on ne parle plus que de bachelier, et puis après de master, le mot licencié n'existe plus. Enfin, moi je suis encore passé par ce système-là. Être licencié, ça veut dire que vous avez la licentia docendi. Je vais l'écrire au tableau. Décidément, il y a beaucoup de choses que j'écris qui n'étaient pas prévues. Enfin, bon. Alors, la licentia. Alors, licence, ça s'écrit avec un C ou non, un T évidemment en latin. Licentia. En français, c'est avec un C. Donc, docendi. Alors, vous connaissez le mot licence. C'est un mot qu'on utilise toujours pour d'autres choses. Par exemple, quand vous apprenez à conduire, vous avez un L sur votre vitre arrière. Ça veut dire que vous avez l'autorisation, en tant que stagiaire, de conduire pendant un certain temps pour apprendre à conduire. Je suppose que c'est toujours comme ça, parce qu'il y a tellement longtemps que j'ai passé mon permis que je crois que c'est toujours comme ça. Bon. Ça veut dire que vous êtes sous licence. Le mot licence, on l'utilise également pour des marchandises, etc. Et là, vous avez la licence, ça veut dire l'autorisation de. Donc, autorisation, c'est ça que ça veut dire, ça veut dire autorisation. Et puis à côté, vous avez, on appelle un gérondif en latin, au génitif singulier, docendi, ça vient du verbe docere, qui veut dire enseigner. Donc ça veut dire que vous avez l'autorisation d'enseigner une fois que vous sortez d'une de ces facultés et que vous avez passé la licence. Ça va? Donc, à mon époque, c'est-à-dire il n'y a pas si longtemps, mais puisque le terme de licence a disparu, on était licencié. Bon, c'est vrai que pour enseigner, il fallait un titre supplémentaire, c'était agrégé. Mais le terme licence, étymologiquement, ça veut rien dire d'autre que vous avez l'autorisation d'enseigner. Parce que vous avez passé le baccalauréat, vous êtes bachelier, vous avez passé un deuxième examen, un deuxième cycle d'études qui est la licence, et que vous avez l'autorisation d'enseigner. Et puis vous pouvez encore aller plus loin, faire un doctorat. Le mot docteur vient également du terme docere, qui veut dire c'est celui qui sait, celui qui enseigne. Ça va? Docere en latin, ça veut dire enseigner. La licentia docere. Bon. Alors, je vous ai donné quelques éléments concernant le cursus des études. Maintenant, les locaux. L'université n'existait pas, comme à l'heure actuelle, vous savez, c'est mastodonte qui occupe plusieurs pâtés de maison, que ce soit à Louvain, à Gand, à Bruxelles, à Paris, peu importe. Mais les universités, maintenant, c'est quelque chose de gigantesque. À l'époque, n'oubliez pas que ça part d'initiatives privées. Les universités, en fait, lorsqu'elles se constituent, n'ont pas de locaux. Et donc, les locaux, c'est quoi? Eh bien, au départ, c'est la maison du maître, à l'origine. Puis, ça va être lorsque les ordres mendiants vont enseigner dans les universités, ça va être des couvents dans la ville. Donc, il y a des couvents de franciscains, des couvents de dominicains, où les cours vont se donner. Enfin, il y a des fondations privées, donc subsidiées par des mécènes,
que l'on appelle des collèges, qui vont être des lieux où là aussi on va enseigner. À l'origine, ces collèges, ce sont des bâtiments, des fondations destinées aux étudiants pauvres, ceux qui n'ont pas les moyens de se payer leurs études. Donc vous voyez que déjà au Moyen-Âge, il y a cette préoccupation d'essayer de sortir du lot les élèves et les étudiants qui en valent la peine, mais qui n'ont pas beaucoup d'argent. Donc en fait, ces mécènes eh bien, jouent le rôle que l'État joue à l'heure actuelle lorsqu'il distribue des bourses pour les étudiants capables, mais qui sont nécessiteux ou qui n'ont pas les moyens de faire des études. Voilà. Donc, je vous disais, l'actualité de ce Moyen-Âge, déjà 12e, 13e siècle, il y a des préoccupations qui sont des préoccupations d'ordre social. Tenez-vous bien, il va y avoir une grande bagarre à l'université de Paris entre les ordres mendiants et d'autre part les professeurs séculiers, c'est-à-dire des professeurs qui ne sont pas religieux, parce que les professeurs qui ne sont pas religieux à l'université, ils se faisaient payer. Souvenez-vous ce que je vous ai expliqué pour les ordres mendiants. Alors le mot mendiant est déjà assez explicite à ce niveau-là. C'est que les ordres mendiants, ils vivent dans la pauvreté. Donc eux, ils ne demandaient pas d'argent lorsqu'on suivait leurs cours. Donc ça va faire des bagarres, évidemment, entre les profs qui, je dirais, fonctionnent sur le système que nous appellerions libéral, et d'autre part, ces ordres mendiants qui fonctionnent suivant un autre principe, qui est celui de la générosité, celui de la pauvreté, où il ne s'agit pas d'exploiter son prochain. Je ne dis pas que les professeurs d'université étaient des exploiteurs, je n'ai pas dit ça. Je dis simplement qu'ils se faisaient rémunérer pour vivre, tout simplement, tandis que les mendiants, ben, voilà, ils avaient un autre type de vie. Donc ça va faire des bagarres. D'autant plus que leur vision des choses, on va le voir bientôt, n'est pas tout à fait la même, dans certains cas, en tout cas sur le plan dialogique. Alors, je ne vous ai pas dit d'où venait le mot collège, il vient d'un mot latin, vous voyez, qui est ici colligere. C'est en fait un verbe de la troisième conjugaison, colligere, qui veut dire réunir. Ce mot est également à l'origine du mot, par exemple, collection. Quand vous faites une collection de timbres, vous réunissez, vous rassemblez des timbres. Et donc un collège, c'est un endroit de réunion où on rassemble des étudiants. Ça va? Je traduis étudiant, mais à l'époque, ce n'est pas le mot étudiant, on utilisait le mot élève aussi, quand on parle des scolaris. Ça va? Bon. Alors, vous savez que le terme élève, c'est un mot qu'on utilise pour l'enseignement maternel, primaire, secondaire. Pour l'enseignement supérieur, on dit habituellement étudiant, mais quand vous êtes dans une grande école en France, on dit que vous êtes élève également. Lorsque vous avez une relation privilégiée avec un grand professeur qui forme des étudiants dans une ligne particulière, parce qu'il a vraiment un savoir, une expérience donnée, on parle également d'élève. On dit on est l'élève d'un maître. Ça se dit toujours à l'université maintenant. Moi, je parle encore de mes professeurs en disant ce sont mes maîtres. Et je me considère comme leur élève, pas seulement comme leur étudiant, parce qu'on est cédé maintenant, depuis longtemps. Parce qu'ils m'ont vraiment apporté, pas seulement un savoir, mais en plus ça, une manière de vivre, une morale sur le plan scientifique au niveau de la rigueur. Donc c'est plus qu'un professeur. C'est un maître à penser. Mais maître à penser, ça ne veut pas dire quelqu'un qui vous bourre la tête, au contraire, c'est quelqu'un qui vous apprend à penser tout seul. Voilà. Je poursuis. Je regarde s'il y a encore d'autres mots. Oui, tout à l'heure, je vous ai parlé du mot faculté. C'est vrai que je n'en ai pas fait l'étymologie, parce que ça vient tout simplement d'un mot latin qui est facultas, et le mot facultas, en latin, veut dire simplement possibilité, c'est-à-dire qu'on a un choix quand on va dans telle faculté. Le mot faculté, en français, a ce double sens. Encore maintenant, la faculté, c'est un lieu où des enseignements de même nature sont prodigués, mais ça peut être tout simplement j'ai la faculté de faire quelque chose, c'est-à-dire la possibilité. Donc je n'insiste pas là-dessus. On va passer maintenant aux professeurs. Je vous en ai touché un petit mot déjà tout à l'heure en vous disant qu'il y a deux types de professeurs. Il y a les professeurs qui sont rémunérés, il ne faut pas le remplacer, c'est-à-dire qu'ils ont de vivre aussi, qui sont des professeurs séculiers, professeurs laïcs, et d'autre part, vous avez
à partir du XIIIe siècle, les autres mendiants qui vont d'abord arriver à l'université en tant qu'étudiants. Ça va, vous allez avoir des franciscains, des dominicains qui vont suivre les cours des professeurs séculiers. Mais à un moment donné, ils vont monter dans la hiérarchie des grades universitaires, ils vont être bacheliers, ils vont être licenciés, ils vont être docteurs. Et va venir le moment où ils vont devenir professeurs. Il y a d'ailleurs des papes qui vont les soutenir dans cette voie-là. Je vous ai dit le conflit qui a pu les opposer, ne fût-ce que pour des raisons, je dirais, financières aux professeurs séculiers. Mais ces franciscains ou ces dominicains, surtout les franciscains, ne vont pas curieusement, parce qu'il ne faut pas imaginer maintenant, il ne faut pas les embellir le renseignement en disant mais oui, ce sont des progressistes, ils sont sociaux et tout. Non, ce sont eux, ils vont s'opposer aux grèves, par exemple, aux grèves d'étudiants, aux grèves de professeurs, parce que voilà, ils sont quand même, ils sont dans la ligne, je dirais, de la papauté et même de l'évêque de Paris à ce moment-là. Il y a donc des franciscains, des dominicains qui arrivent à l'université dans la première moitié du XIIIe siècle. Parmi ces professeurs, il y a un franciscain qui s'appelle Bonaventure, et vous avez deux grands dominicains, Albert le Grand, et d'autre part Thomas d'Aquin. Donc en fait, le Grand, c'est un surnom, comme vous l'imaginez bien, c'est pas son nom de famille, et Thomas d'Aquin, à cette époque-là, il n'y a pas de nom de famille, donc c'est l'endroit d'où il provient. Il était le fils d'un seigneur italien, tout simplement. Voilà. Alors, ces gens, eux, vivent, je dirais, pauvrement, entre guillemets. C'est-à-dire qu'ils vivent, ils ne cherchent pas, ils ne font pas payer leur renseignement. Ils vivent avec l'argent de leur communauté. Et rien d'autre que cela. Ils veulent être au plus près de la pauvreté christique. Donc la pauvreté du Christ à l'origine du christianisme. Mais, je vous ai dit, ces professeurs séculiers, eux, ils vont rentrer dans une mécanique, un système qui va leur donner un certain profil sociologique, et le suivant. Ils vont former une véritable aristocratie. Ce sont des gens qui vont avoir pignon sur rue, c'est-à-dire s'enrichir, ils vont devenir riches, ils vont appartenir à une certaine aristocratie sociale. Je n'ai pas dit qu'ils deviennent nobles, je parle d'aristocratie sociale, c'est-à-dire ce sont des gens aisés, plus encore. La fonction de professeur, dans un certain nombre de cas, va devenir héréditaire. Or, vous savez que le savoir et l'intelligence, ça ne se transmet pas obligatoirement à ses enfants, et par conséquent, ça ne va pas favoriser, en tout cas toujours, la qualité de l'enseignement. Arrivons maintenant à l'essentiel, c'est-à-dire au type d'enseignement à l'université, dans les universités médiévales entre le XIIe et le XVe siècle. Je vous ai déjà parlé tout à l'heure de la théologie, je vous ai parlé du droit et de la médecine. Nous allons commencer, et ça va être le gros morceau, parce que je vais traiter très peu de ces deux matières-là. Le gros morceau, ça va être la théologie. Alors, une nouvelle méthode va se mettre en place à cette époque-là. C'est ce qu'on appelle la scolastique. C'est écrit ici, et je vais me déplacer un petit peu, c'est écrit ici également, la scolastique. Le mot scolastique vient d'un mot latin qui est scola, ça va, qui vient tout simplement du mot, qui veut dire tout simplement l'école. Vous connaissez ce mot, parce que ne fût-ce que dans des langues germaniques qui nous sont très proches, latine, bien sûr, la scola, etc. Mais la scola, c'est en irlandais school, anglais school, etc. Donc ça va de soi, il ne faut pas. Je me demande si scolastique, j'ai pas oublié un H quand même. Je réfléchis un petit peu, je crois pas. Je vais quand même vérifier, ce serait trop bête d'avoir une faute d'orthographe. Alors, quels sont les principes de la scolastique?
Le principe de la scolastique, c'est d'insister sur la nécessité d'avoir un vocabulaire très précis lorsque l'on s'exprime, oralement ou par écrit. C'est une méthode donc qui insiste vraiment sur le vocabulaire. Il faut savoir ce que l'on dit. Il ne faut pas se tromper de mots, parce que si on se trompe de mots, ben on risque de se tromper sur les idées qui soutiennent ce mot. Ou inversement, ce sont les mots qui soutiennent les idées. Mais donc, il ne faut pas se tromper, parce que sinon ça risque d'amener des discussions infinies. Vous imaginez si on n'est déjà pas d'accord sur les mots à utiliser. Comment voulez-vous qu'on soit d'accord sur les concepts lorsque l'on se dispute, au sens universitaire du terme, sur les idées? Donc c'est très important, il faut être précis, il faut être rigoureux. Le deuxième principe de la scolastique, c'est que on apprend à faire le tour du sujet en opposant les arguments entre eux afin d'arriver à, non pas un compromis sur le plan intellectuel, mais en tout cas un résultat qui se trouve à la fin d'un raisonnement, d'une argumentation très poussée. Donc, autrement dit, il pratique cette discipline que j'ai déjà évoquée dans le cadre du trivium, qui est la dialectique. Vous vous souvenez de la dialectique? C'est donc cette discipline qui apprend à raisonner, à argumenter. Et dans la dialectique, de type scolastique, on apprend d'abord à poser le problème, c'est ce qu'on appelle la thèse. D'ailleurs, le mot thèse, thésis, en grec, ça veut dire position. On pose le problème. Face à l'argument qui a été posé, on voit s'il n'y a pas moyen de le réfuter, c'est ce qu'on appelle l'antithèse. Et puis, après avoir considéré les deux éléments opposés, contradictoires, on voit si, justement, la solution ne résulte pas de la considération des deux termes, des deux positions, thèse et antithèse, mises face à face, et on arrive à la synthèse. Voilà, c'est ça la dialectique. C'est argumenter, raisonner, essayer de trouver une solution en ayant fait le tour du sujet, en opposant donc des arguments à ce qui paraît aller de soi au départ, et pour voir si finalement la solution n'est pas ailleurs. Voilà. Alors, troisième élément. Vous vous souvenez des deux premiers que je vous ai énoncés. Il y a d'abord la précision du vocabulaire, il y a ensuite l'argumentation, et il y a un troisième élément, et c'est celui qui nous dérange, nous modernes le plus, c'est le recours aux autorités. Alors, les autorités au Moyen-Âge, c'est d'abord les écritures, bien entendu, mais ce n'est pas seulement les écritures, c'est les textes d'un certain nombre de grands philosophes de l'Antiquité, et au premier rang desquels on trouve Aristote. Ça peut nous déranger, nous, évidemment, en tant que modernes, mais il ne faut pas faire d'anachronisme, parce que nous, à l'époque moderne, on essaye de raisonner à partir de soi-même, et les autorités, elles sont là, le cas échéant, comme terreau, pour réfléchir, pour partir d'un élément, mais on ne cherche pas à coller au raisonnement des autorités, puisque, quand même, depuis un certain temps, l'objectif de la science est de fonctionner à partir de la libre pensée, du libre examen. On se pose des questions et on ne cherche pas, finalement, au bout du raisonnement, à coller à tout prix à ce qu'a dit quelqu'un qui a vécu plusieurs centaines d'années avant. Tandis qu'à cette époque-là, c'est comme ça. On se dit, si on n'arrive pas, par un raisonnement, à arriver à l'autorité, c'est qu'il y a quelque chose qui fait défaut dans le raisonnement. Vous comprenez? Donc le rapport à l'autorité n'est pas du tout le même qu'à l'heure actuelle. Mais il ne faut pas faire d'anachronisme. Il faut voir ce qu'il y a de positif dans cette méthode. C'est la notion de raisonnement, c'est la méthode du raisonnement. On introduit la raison, qui avait déjà été introduite par des gens comme Anselme de Canterbury et surtout par Abélard. Voilà, vous vous souvenez qu'on a vu tout à l'heure. Bon, alors,
ces différents principes ont été appliqués dans le cadre de cette méthode scolastique. Alors, la méthode elle-même, je vous ai parlé des principes. Maintenant, la méthode. La méthode, c'est qu'en fait, on va, lorsque l'on a un texte devant soi, parce qu'on travaille sur des textes à l'époque, hein, la méthode expérimentale, elle naît beaucoup plus tard. Je vais y revenir. Il y a des gens qui veulent déjà pratiquer l'expérience au tournant du XIIIe et du XIVe siècle, mais il faudra vraiment attendre, je dirais, l'époque de Francis Bacon, XVIe, XVIIe siècle. Hein. C'est surtout au XVIIe siècle que l'on pratique l'expérimentation. Hein. Alors, dans un premier temps, quand on a un texte devant soi, on pratique la lecture, c'est-à-dire le mot qui en latin se dit lectio, lectio ou lexio, hein, parce que moi je prononce à la manière classique, mais il est certain que le latin du Moyen-Âge se prononçait déjà certainement lexio et puis lectio, comme on le dit en latin classique. Hein. Voilà. Alors, lire, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire bien comprendre le texte des départs, bien comprendre tous les mots. Donc, ça veut dire savoir de quoi on parle, pour ne pas se tromper dès le départ. Parce que si vous n'avez pas bien compris le texte initial de votre autorité, ben, votre raisonnement ne peut qu'être biaisé. Donc, c'est d'abord comprendre. Ça va? C'est d'abord comprendre. Il faut bien comprendre. Une fois qu'on a bien compris, on va passer à la deuxième étape qui est la quaestio, donc la questio, si vous voulez, donc comment dit la question. La question c'est quoi? C'est qu'on va faire un commentaire du texte en imaginant différentes hypothèses pour essayer de bien comprendre, et puis une fois qu'on aura débroussaillé le terrain et imaginé différentes situations intellectuelles par rapport à ce texte, on va passer à ce que l'on appelle la disputatio. La disputatio, donc c'est pas une dispute au sens où vous avez deux petits-enfants qui sont en train de se disputer un ballon ou des billes. C'est en fait une discussion au sens noble, enfin au sens noble, parfois on pouvait aussi s'en guirlander, vous savez, mais en fait il y avait quand même des règles, des rites aussi. Hein. On discute, mais on peut discuter de manière très, j'allais dire virile, de manière très vigoureuse, pour défendre ou pour s'opposer à tel ou tel auteur. Dans le cadre d'une discussion entre un étudiant face à son maître devant les autres étudiants de la faculté, ou devant, avec l'étudiant lors de son examen, devait pouvoir répondre à n'importe quel argument de tous les étudiants qui étaient présents ce jour-là. Alors quand, à l'étape suivante, le sujet portait sur un sujet donné à la dernière minute, qui portait sur n'importe quoi, quand je dis n'importe quoi, c'est pas quelque chose de bas et de quelconque, non, un sujet, voilà, on devait être capable de raisonner sur tout, quoi. Donc quand on devait être capable de discuter sur n'importe quel sujet, face à n'importe qui, on appelle cette discussion une disputatio, donc une discussion quodlibétique. Vous voyez, le mot quodlibet est marqué ici. Quodlibet. Quodlibet, en latin, ça veut dire n'importe quoi. Une discussion quodlibétique. Alors là, c'est évidemment le sommet, mais je veux dire, c'est pas un étudiant en première année qui pouvait faire ça. Il fallait être aguerri. Et ça, c'était, je dirais, le couronnement, de pouvoir discuter tout de suite de n'importe quoi avec n'importe qui. Mais quand je dis discuter, c'est d'un point de vue théologique et philosophique. Hein. C'est pas parler du prix des tomates sur le marché, hein. C'est pas ça. Sur un sujet théologique. Hein, sur des sujets extrêmement pointus. Hein. Par exemple, vous vous souvenez quand j'évoquais, c'était il y a 15 jours, le nom de la rose, auquel je vais revenir dans un instant d'ailleurs. Il était question, je vous ai fait part d'un épisode du film, en tout cas, ou du livre, où il y a une grande discussion dans l'abbaye entre des franciscains et le légat du pape quant à savoir si le Christ était tout à fait pauvre ou à moitié pauvre.
c'est une discussion qui nous paraît un petit peu bizarre, mais enfin bon, hein, la discussion est de savoir si nous, franciscains, nous allons être dépouillés de tout comme le Christ était, c'est-à-dire nu, hein, comme au moment de son supplice, etc., où il ne possède plus rien, il s'est dépouillé de tout, ou au contraire accepter qu'il possède un minimum de choses qui lui a permis, ne fût-ce que d'enseigner, de circuler pour ses missions, etc. Donc on discutait de ça. Et alors là, il fallait, lors de ces discussions, bien connaître tous les textes des Écritures, et alors on s'échangeait des arguments en disant oui, mais dans tel verset, de tel apôtre, etc., il a dit que, il disait, mais non, hein, allez voir plus loin, et regardez tel père de l'Église qui écrit 2 siècles plus tard, fait un autre commentaire sur ce passage, etc. Donc c'était des gens qui discutaient de passages de la Bible, mais pas seulement passages de la Bible, hein. Ça pouvait également être les pères de l'Église, ça pouvait également être les auteurs anciens. Mais je peux peut-être vous en montrer quelques-uns. Je vais les montrer devant. Je vais reculer peut-être un petit peu, parce que pour la caméra, ça va peut-être être difficile de voir les livres que je vais montrer. Donc je vais reculer peut-être pour les montrer. Hein. Voilà. Les sources de ces théologiens, c'était quoi? Les pères latins, c'est ceux qu'on a. Ça va aller? Les pères latins, donc c'est-à-dire ceux qui ont vécu à l'époque patristique. La période patristique, c'est la période dans l'histoire de l'Église qui suit la période apostolique. La période apostolique, c'est le 1er siècle de notre ère, et la période patristique, elle s'étend du 2e siècle jusqu'au 4e siècle de notre ère. C'est l'époque des grands pères de l'Église, et parmi ces grands pères de l'Église, je vais citer uniquement les latins, parce que c'était ceux-là qui étaient lus. Les pères grecs n'étaient pas traduits, enfin, je veux dire, le nombre de gens qui connaissaient grec pouvait se compter sur les 5 doigts de la main. Il y avait Lactance, il y avait Ambroise, il y avait Jérôme, qui est l'auteur de la Vulgate, c'est-à-dire la version officielle de la Bible, bien entendu, Boèce, et surtout, Augustin. Voilà, alors je vous montre. Ah oui, mais je ne vous ai pas montré le livre ici, je suis pas malin. Alors, si ça vous intéresse, il y a une étude qui est pas mal, qui a été publiée chez Les Clés de Brouwer, je crois. Je crois que c'est Les Clés de Brouwer, je vais vérifier, en tout cas sous format de poche. Non, c'est pas Des Clés de Brouwer. Édition de Laurent, voilà. En format de poche, de Hans van Campenhausen, Les Pères latins. C'est une étude sur les pères dont je vous ai parlé il y a quelques instants. Alors, de Saint-Augustin, ou d'Augustin, parce que bon, Saint c'est un titre, c'est pas son nom bien sûr, vous avez les confessions, que je vous conseille de lire dans une édition pas chère, c'est-à-dire en Garnier-Flammarion, et il y a bien sûr aussi La Cité de Dieu, je vous ai apporté un des 2 tomes ici de l'édition française, Classique Garnier, La Cité de Dieu. Donc ça, ce sont des ouvrages qui étaient des ouvrages basiques à cette époque-là. Alors il faut savoir aussi que ce qui va permettre cette efflorescence de cette pensée théologique et philosophique au XIIIe siècle, ça va être la traduction d'Aristote. Aristote qui en fait n'était connu que par la traduction de Boèce qui montrait au VIe siècle en latin, c'était ce qu'on appelle la logica vetus, c'est-à-dire l'ancienne logique, mais qui à partir du XIIe et surtout du XIIIe siècle va être connu par l'intermédiaire de penseurs juifs et arabes qui vont traduire du grec et bientôt du grec en latin les textes d'Aristote. Donc en fait on a connu les philosophes et surtout Aristote qui est un auteur grec en Occident, où on enseigne en latin par l'intermédiaire des Arabes qui eux-mêmes avaient traduit du syriaque, qui est une langue sémitique du Proche-Orient. Donc vous imaginez, vous savez que quand on trahit toujours la pensée d'auteur. Donc en fait, Aristote était connu par des traductions, et vous savez que les traductions, pour des gens qui sont tellement intéressés à la précision du vocabulaire, donc vous comprenez maintenant pourquoi ils étaient tellement obsédés par la précision du vocabulaire. Parce que quand vous traduisez par exemple le mot être chez Aristote c'est ti-esti, l'être. Mais l'être, vous ne savez pas le traduire en latin. Alors pour essayer d'avoir l'équivalent, ils ont trouvé un mot latin, une expression, mais une périphrase qui est assez longue, c'est le quod quid erat esse. Donc c'est le ce qui était être, le ce qui était être. Parce qu'ils utilisent en fait l'imparfait pour montrer qu'il y a la durée. Donc c'est quelque chose qui est, mais dans la durée.
Parce que si vous utilisez le présent, c'est maintenant. Mais l'être, il n'est pas seulement maintenant, il est avant, il est après. Il est dans l'éternité. L'être est intemporel. Donc vous voyez, c'est très difficile de traduire. Et donc il y a eu des tas d'incompréhensions, des tas de malentendus. Voilà. Alors, ce qui va être redécouvert alors à partir du XIIe, XIIIe siècle, mais par des traductions qui ont été faites à partir des marges, je dirais, de l'Occident latin et de l'islam, c'est-à-dire des traductions qui ont été faites à Palerme, en Sicile, où il y avait des rencontres justement entre les musulmans et les chrétiens, et d'autre part dans un autre centre de traduction qui est Tolède, qui était à la limite entre l'islam espagnol et d'autre part la chrétienté espagnole au moment de la Reconquista, de la reconquête de l'Espagne. Alors vous avez la Logica Nova, bien sûr, hein, mais alors vous avez la physique d'Aristote. Je vous montre ici l'édition en Agora, en livre de poche. Dans la collection Agora également, les classiques, vous avez la métaphysique, très très important, hein. Et alors, un autre ouvrage de l'époque qui est étudié au XIIIe siècle, c'est l'éthique de Nicomède, d'Aristote, donc dans la collection Garnier-Flammarion. Alors, je vous ai parlé donc d'auteurs et de commentateurs arabes. Alors, il y en a deux, il y a Avicenne au Xe siècle, qui est en fait un penseur arabe qui vivait du côté de l'Asie centrale, donc ça correspond à quoi? C'est l'Azerbaïdjan? Non, il était de la région du... Enfin, la région de la mer Caspienne, en tout cas. Et vous avez ensuite Averroès, qui lui, vivait en Espagne, dans l'Espagne musulmane. Alors je vous montre ici son ouvrage qui s'intitule L'intelligence et la pensée, qui est un commentaire d'un ouvrage d'Aristote qui s'appelle L'âme, dans la collection Flammarion, Averroès. Donc, ici, il y a une étudiante musulmane, hein, Avicenne et Averroès, ce sont les deux grands penseurs, philosophes du Moyen-Âge, ce sont les commentateurs d'Aristote. Donc, Avicenne au Xe siècle et Averroès au XIIe siècle. Donc, Avicenne, c'est Ibn Sina, et Averroès, c'est Ibn Roche. Je prononce certainement très mal, bien entendu. Voilà. Alors, la grande discussion au Moyen-Âge, au XIIIe siècle, c'est essentiellement de savoir comment on va résoudre le problème des relations entre la foi et la raison. La foi et la raison, qui sont deux domaines qui apparemment sont, à première vue, imperméables. La foi et la raison. Alors, il y en a certains qui considèrent, comme Averroès, que la foi et la raison sont vraiment imperméables, qu'on ne peut pas utiliser la raison pour expliciter la foi. On considère que ce n'est pas possible. C'est le cas d'Averroès. Vous en avez d'autres qui considèrent que les deux vérités coexistent. Il y a des contradictions et il faut les accepter. Il ne s'agit pas de les faire coïncider, de dire mais non. Hein, de dire à un moment donné, on veut trouver un compromis à tout prix. Ce sont des théologiens qui adhèrent à ce qu'on appelle la double vérité. Il y a la vérité aristotélicienne qui coexiste parallèlement à la vérité de la Bible. Apparemment, ce n'est pas conciliable, et pourtant, elles sont toutes les deux vraies, ces vérités. Ça paraît un petit peu spécial, mais pourquoi? Il pourrait y avoir deux mondes parallèles, et puis c'est peut-être l'être humain qui n'est pas capable de surmonter la contradiction, alors qu'en fait, mais les deux vérités coexistent. Il ne faut pas rejeter l'une par rapport à l'autre. Alors il y a des gens comme Bonaventure, que j'ai cité tout à l'heure, qui est un franciscain, qui était dans mon tableau, qui lui est un platonicien. Je vous rappelle que Platon, c'est le maître d'Aristote, qui vit à cheval sur le 5e et le 4e siècle avant Jésus-Christ, alors qu'Aristote vit en plein dans le 4e siècle, donc il est postérieur d'une génération. Et Bonaventure, qui est un platonicien,
lui se base sur Augustin, dont je vous montrais les deux œuvres principales tout à l'heure, les Confessions et d'autre part la Cité de Dieu, hein, Civitas Dei en latin, et qui considère qu'il ne faut pas expliquer la foi par la raison. C'est pas possible. Donc vous voyez, il n'est pas sur le même pied qu'Averroès, mais le résultat est le même. Et puis, alors là, ce sont les deux grands personnages qui sont au tableau. D'une part, Albert le Grand et Thomas d'Aquin, qui ne sont pas comme Bonaventure, franciscains, mais qui sont tous les deux dominicains. Ils sont membres des ordres mendiants aussi, mais c'est un autre ordre. Hein. Vous vous souvenez, quand je vous ai donné cours il y a 15 jours, je vous ai expliqué dans quelles conditions l'ordre franciscain et l'ordre dominicain sont nés. Hein. Eh bien, eux considèrent au contraire qu'il y a moyen de concilier la foi et la raison. Et ils vont tout mettre en œuvre pour ça. Et tout ce système qui a été mis en place et démontré par Thomas d'Aquin, c'est ce qu'on appelle tout simplement le thomisme. Le thomisme. Je peux vous montrer ici 4 ouvrages. C'est pas le même ouvrage, mais c'est tellement important qu'il a nécessité dans son édition Garnier-Flammarion 4 volumes de Thomas d'Aquin. Je ne vais pas vous conseiller de le lire, hein, parce que, à moins que vous ayez envie de vous endormir rapidement le soir, hein, parce que ça va beaucoup vous embêter, mais enfin, si le cœur vous en dit un jour, de Thomas d'Aquin, donc c'est écrit en latin, la somme contre les gentils. Or, les gentils, hein, ça ne veut pas dire des gens qui sont gentils au sens où on entend gentil en latin, hein, ça veut dire tout simplement les païens. Donc c'est la somme. Ce qu'on appelle une somme, ça veut dire un ouvrage type encyclopédie qui va au fond des choses. Hein, donc c'est un ouvrage contre les païens. Alors vous voyez le tome 1 dans l'édition moderne s'appelle Dieu. Le tome 2 dans l'édition moderne s'appelle La création. Le tome 3, La providence. Je vous dis tout de suite, hein, je n'ai pas tout lu. Hein. Je m'intéresse quand même à la philosophie médiévale, mais bon, quand j'ai ce genre de bouquin, je lis surtout les introductions faites par l'éditeur moderne, et alors je lis les passages qui m'intéressent parce que j'en ai besoin dans mes cours d'histoire et de philosophie, et je me limite à ça. Voilà. Alors, ça c'est la position donc de Thomas d'Aquin et d'Albert le Grand qui était son prédécesseur. En fait, Thomas d'Aquin, il vit une cinquantaine d'années, c'était un âge normal, il était mort à 53 ans, je crois que c'était un âge de décès normal à cette époque-là, tandis qu'Albert le Grand, lui, il est né à la fin du XIIe siècle, il est mort à près de 80 ans. Il est mort pratiquement en même temps que Thomas d'Aquin, donc il y a une génération de différence entre eux deux, hein. Mais c'était un grand maître aussi de l'université. Alors, le thomisme va avoir des ennuis dans un premier temps, parce que la papauté va le condamner. Il faut savoir qu'il y avait beaucoup de professeurs d'université qui n'étaient pas du tout d'accord avec sa volonté de concilier la foi et la raison, autrement dit, l'aristotélisme et le christianisme. Mais finalement, le thomisme va l'emporter et Thomas d'Aquin va devenir un des docteurs de l'Église catholique, un docteur tout à fait officiel, au point que maintenant, il y a même un institut thomiste à l'université de Louvain. Hein, donc, les thomistes ont pignon sur rue, hein, donc c'est pas du tout, s'ils n'ont pas du tout été, ils sont plus du tout réprouvés ou considérés comme hérétiques, alors qu'ils n'ont jamais été considérés comme hérétiques. Mais à un moment donné, Thomas d'Aquin sentait le soufre, hein, quand même au XIIIe siècle. Il faut savoir que son enseignement a eu beaucoup de succès. Il a eu des problèmes avec l'Église officielle, en particulier avec les pouvoirs épiscopaux. Et puis, bon, finalement, il a pu tirer les épingles du jeu. C'est après sa mort qu'il a été, comment dirais-je, même sanctifié, puisque c'est aussi Saint Thomas d'Aquin. Donc, il a été sanctifié, il a été canonisé. Donc, voilà. Il faut savoir que les cours de tous ces maîtres attiraient beaucoup de gens. Hein. Il y a plein d'étudiants qui allaient suivre les cours. C'était une vedette, hein, Thomas d'Aquin, de son temps. Hein. Donc les gens venaient de partout d'Europe. Il était italien d'origine, il enseignait quelques
partout. Moi, j'ai connu une période un petit peu comme ça quand j'étais jeune, mais moi, c'était plutôt la fin de cette période-là, à Paris dans les années 60 et surtout dans les années 70. Il y avait des véritables gourous à Paris qui étaient l'équivalent de ces maîtres de l'université au XIIIe siècle. C'était dans le domaine de la psychanalyse, il y avait Jacques Lacan, dans le domaine de la philosophie, il y avait Louis Althusser, qui était un communiste, il y avait dans le domaine de l'anthropologie avec Claude Lévi-Strauss, dans le domaine de l'histoire, il y avait Fernand Braudel, c'était tous des gens et tout le monde venait suivre leur coup. Bon, moi j'étais trop jeune à ce moment-là, moi je suis arrivé, j'ai étudié à Paris pendant 4 ans, mais au début des années 80, c'était déjà l'automne, je dirais, de la grande période. Enfin, j'ai pu suivre des cours de grands professeurs comme ça à la Sorbonne, au Collège de France. Et je dirais que c'était un petit peu les équivalents de Thomas d'Aquin, comme ça, au Moyen-Âge. Mais Thomas d'Aquin, lui, c'est le plus grand philosophe, le plus grand théologien du Moyen-Âge, certainement. Vous avez vu là qu'il a écrit. C'est quand même assez conséquent, ce sont des briques. Mais alors, Thomas d'Aquin n'a pas eu seulement, il a eu des problèmes sur le plan institutionnel, mais il y a des gens qui se sont opposés à lui, pas du tout parce qu'ils avaient une place institutionnelle importante, parce qu'il était, comment dirais-je, il avait une place importante. Non, ce sont des gens qui, sur le plan théologique, ne sont pas du tout d'accord avec lui. Alors, ce ne sont pas au départ des gens aussi importants que lui. C'est Jean Dunscott, son nom est écrit ici. Jean Dunscott, et d'autre part Guillaume d'Occam. Guillaume d'Occam. Alors, ce sont des franciscains. Guillaume d'Occam a étudié à Oxford, et ce sont des gens qui sont opposés à la conciliation entre la foi et la raison. Mais ils sont opposés entre eux, c'est-à-dire Jean Dunscott n'est pas d'accord avec Guillaume d'Occam ou l'inverse, si vous voulez, parce que Jean Dunscott considère que les universaux, c'est ce qu'on appelle la querelle des universaux, que les universaux, c'est-à-dire les idées générales, existent, c'est-à-dire sont réellement, c'est donc un réaliste, comme Thomas d'Aquin était d'ailleurs. Donc sur ce point-là, il rejoint Thomas d'Aquin, même s'il n'est pas d'accord avec lui sur l'idée de concilier foi et raison. Alors que Guillaume d'Occam, lui, est un nominaliste. Nominaliste, ça vient d'un mot latin qui est nomen. Je crois qu'il y a 15 jours, je vous ai également parlé de Guillaume d'Occam. Un nominaliste, ça vient de nomen, et lui considère que les mots qu'on utilise ne sont que des expressions vocales qui ne peuvent désigner chaque fois que des objets particuliers, mais qu'on ne peut pas généraliser à partir d'éléments particuliers pour en tirer un concept. C'est ça la querelle des universaux. Donc, Jean Dunscott considère qu'il y a vraiment, des réalités en tant que telles, des concepts qui correspondent, qui sont des réalités, et il y a d'autre part Guillaume d'Occam qui lui considère, mais non, il n'y a que des êtres particuliers. On ne peut pas tirer, par exemple, de mon individu et de l'individu que j'ai en face de moi dans la classe, le concept d'homme. Il n'y a que des réalités individuelles, il n'y a pas de réalité générale, si je puis dire. Ça va? Opposition entre réalisme d'une part et nominalisme d'autre part. Et je vous avais dit qu'il y avait un roman qui valait vraiment la peine d'être lu, parce que c'est un très beau roman et qui se lit vraiment très facilement. Ici, je vous montre l'édition française de 1982. Il avait été écrit en 1980 sous le titre Il Nome della Rosa. C'est d'Umberto Eco, Le nom de la rose, chez Grasset. Vous vous souvenez, je vous l'ai montré il y a 15 jours déjà. Alors, si vous prenez la page 212, eh bien, si je peux dire, le héros d'histoire, le personnage principal, qui s'appelle Guillaume de Baskerville, qui est en fait un moine franciscain
qui est passionné en fait par une enquête policière qu'il mène lui-même à la suite de meurtres successifs qui se produisent dans une abbaye. Une abbaye qui se trouve dans le nord-ouest de l'Italie, dans la région du Piémont. Voilà. Et alors, il recherche une série de meurtres, mais il se fait que lui-même est un double de Guillaume d'Occam. D'ailleurs, déjà, bien que la similitude des noms, Guillaume de Baskerville, Guillaume d'Occam. Lui-même dit qu'il a rencontré Guillaume d'Occam. En fait, c'est son double, en fait. Hein? Et il reprend l'enseignement de Guillaume d'Occam. Alors, prenons la page 212. À un moment donné, il parle à son comment dirais-je, le petit moine qui l'accompagne et qui apprend son métier de moine, hein, qui est, comment il s'appelle, Azzo, j'ai oublié, Azzo de Melk. Oui, c'est Azzo de Melk, c'est ça, Azzo de Melk, c'est son secrétaire en fait, Azzo de Melk. Alors, il dit à un moment donné, j'ai eu tant de discussions à Oxford avec mon ami Guillaume d'Occam qui est maintenant en Avignon. Donc, vous voyez, mais en fait, le romancier Umberto Eco met dans la bouche de Guillaume de Baskerville en fait les propos ou les idées de Guillaume d'Occam. C'est ça qui est intéressant. Et il dit, il parle donc à son Azzo, la science a affaire avec les propositions et ses termes. Et les termes désignent des choses singulières. Vous vous souvenez de ce que je dis tout à l'heure? Tu comprends, Azzo? Je dois croire que ma proposition fonctionne parce que je l'ai apprise en me fondant sur l'expérience. Vous dites que jusqu'à cette époque-là, l'expérience ne compte pas. On est uniquement dans les idées, hein, Thomas d'Aquin, etc. Ce sont des gens très brillants, mais qui raisonnent sur des mots, sur des concepts, tandis qu'à partir de ce moment, il dit sur l'expérience. Donc ça veut dire qu'il annonce, en fait, hein, toute une série de penseurs qui viendront plus tard. À son époque, il y a Roger Bacon, mais il y aura plus tard surtout Francis Bacon. Ça s'écrit de la même manière qu'est un philosophe anglais au tournant du XVIe et du XVIIe siècle, et toute l'école de type empiriste en Angleterre, qui prend le contre-pied, si vous voulez, du rationalisme français. Mais pour le croire, je devrais supposer qu'il existe des lois universelles. Ah, il s'oppose à qui, là? À Jean Scott. Hein? Je devrais supposer qu'il existe des lois universelles, et pourtant je ne peux en parler, car le concept même qu'il existe des lois universelles et un ordre donné des choses, alors là c'est très important, parce que là il explique vraiment le fond de la pensée de Guillaume d'Occam, impliquerait que Dieu en fait prisonnier, vous comprenez? S'il y a des lois universelles, ben, Dieu n'a plus rien à faire. C'est logique, hein? S'il y a des lois concernant le fonctionnement de l'univers, mais qu'est-ce que Dieu croit? Il se repose, qu'est-ce qu'il fait? Donc, Dieu, du point de vue de Guillaume d'Occam, et même de Jean Scott aussi sur ce plan-là, s'oppose à Thomas d'Aquin parce qu'il dit si le monde est rationnel, ben, ça veut dire que ben, Dieu n'a plus sa place, puisque tout fonctionne sans lui. Comprenez? Or Dieu a une action dans le monde. Et donc il dit, et pourtant je ne peux en parler, car le concept même qu'il existe à l'universel et un ordre donné des choses impliquerait que Dieu en fût prisonnier, tandis que Dieu est chose si absolument libre que, s'il le voulait, et dans ce acte de sa volonté, le monde serait autrement. Donc pour préserver la liberté de Dieu, qui est tout à fait libre de changer tout ce qu'il veut à n'importe quel moment, eh bien, cela remet en cause l'existence de lois universelles qui ferait de Dieu un prisonnier de ces lois universelles. Voilà. Donc je vous conseille de lire ce livre qui est un très beau roman policier, qui se situe au Moyen-Âge dans une abbaye, dans la première moitié donc, du XIVe siècle, juste au moment où vit Guillaume d'Occam et où vit donc le personnage principal qui est donc Guillaume de Baskerville. J'accélère un petit peu parce que comme d'habitude je suis très bavard. Voilà. Donc vous avez bien retenu? Vous avez bien retenu donc cette dispute, mais c'est une dispute fondamentale. Hein. Donc ici, quand je vais même l'entourer, parce que c'est tellement important. Hein, vous devez dire qu'à cette époque-là, on ne parlait que de ça à l'université. Enfin, à la faculté de théologie, en tout cas, c'était des débats. Hein. Qui a raison? Est-ce que c'est Bonaventure qui se base, qui est un platonicien qui se base sur Saint-Augustin? Est-ce que c'est Averroès qui est un commentateur d'Aristote? Est-ce que c'est au contraire Thomas d'Aquin ou Albert le Grand qui sont pour une conciliation? Est-ce que Jean Scott et Guillaume d'Occam qui sont opposés à la conciliation
mais qui par contre se sépare quant à l'accès à la connaissance, parce qu'en fait c'est ça qui sépare Jean Scott et Guillaume d'Occam, c'est l'accès à la connaissance. Pour l'un, les concepts représentent des choses qui sont vraiment, qui sont réelles, et pour l'autre, les mots que nous utilisons ne sont jamais que des woces, V-O-C-E-S, donc des voix, des mots qui ne correspondent à rien finalement. La seule chose qui compte, c'est moi, Jean-Michel Dufay, j'existe en tant que tel, en face de moi j'ai quelqu'un d'autre, et voilà, nous sommes deux êtres qui sont irréductibles l'un à l'autre, et on ne peut pas tirer de la considération de nous deux l'idée du concept d'homme, par exemple, ça va, ou d'être vivant. Ça, non, ça ne marche pas, en tout cas pour Guillaume d'Occam. J'en arrive maintenant au dernier point là. Alors, en ce qui concerne le droit, le droit romain, en fait, il remonte à l'époque de l'Empire romain, c'est une palissade, et il a été codifié une première fois par Théodose II dans la première moitié du Ve siècle, mais alors de manière plus systématique et complète par Justinien, qui est un empereur byzantin, enfin romain tout simplement, qui vit donc au VIe siècle de notre ère. Et il a rassemblé tous ces textes, enfin les jurisconsultes qui travaillent avec lui, sous un titre qui est donc le corpus de droit civil, le corpus iuris civilis. Voilà. Alors le droit romain a perdu de son aura, il est tombé en désuétude entre le VIe siècle et le XIe siècle, date à laquelle il va renaître à l'école de Bologne. Donc c'est à Bologne, dans le nord de l'Italie, si vous voulez, que le droit romain va renaître, et il va renaître dans un contexte particulier, à une époque où des monarques, ça se passe surtout au XIIe et au XIIIe siècle, donc XIIe et XIIIe siècle, où des monarques vont essayer de justifier leur indépendance, leur souveraineté vis-à-vis de la papauté, en puisant justement dans le droit impérial romain, qui est donc leur modèle. Et face au droit romain, va se développer alors là un droit ecclésiastique qui est le droit canon. Alors, je l'ai écrit ici au tableau. Canon vient d'un mot grec. Alors j'ai séparé les différentes lettres en français. On le voit, oui. Alors canon, C-A-N-O-N. Vous voyez que j'ai mis un accent circonflexe sur le O parce que c'est un O long en grec. Et je vous ai dit que le O long, c'est pas O micron, le petit O, c'est O méga, le grand O. Donc, kappa, alpha, nu, oméga, nu. Donc, canon. Et vous savez qu'on en a déjà parlé un jour, je crois, à un moment donné, c'est que en turc et en arabe, on utilise un mot similaire, c'est kanoun, je crois, enfin, voilà, qui veut dire le droit, la règle, la loi. Hein, et ça vient directement d'un mot grec. Pourquoi? Parce que les Turcs ont battu les Byzantins, il y a eu la conquête de Constantinople, et donc il y a toute une série de mots grecs qui étaient utilisés dans l'Empire byzantin, qui vont être utilisés dans la langue turque, et comme les Turcs dominent à partir du XVIe siècle la plus grande partie des pays d'islam, enfin des pays arabes d'islam, parce que l'islam s'étend jusqu'en Inde, je dis bien les pays arabes d'islam, eh bien c'est comme ça qu'on retrouve le terme également en arabe. Voilà. Alors, donc le droit canon, lui, est utilisé à l'inverse du droit romain par le pape pour justifier ses prétentions face aux monarques laïcs, séculiers, et ça permet également à l'Église d'élaborer un droit très, très structuré, écrit également comme le droit romain, puisque jusqu'à cette époque-là on utilisait des coutumes. Et je veux dire, c'est à l'origine de notre droit, hein, aussi bien le droit canon que le droit romain. Dans ses méthodes, le droit romain évidemment beaucoup plus, hein, mais l'esprit du droit canon, c'est-à-dire cet esprit très systématique où on divise les cas, etc., est à l'origine, hein, de notre esprit du droit moderne.
Alors, enfin, il y a la faculté de médecine sur laquelle je ne vais pas m'attarder. Vous savez certainement, par Molière, par le malade imaginaire, hein, que la médecine, encore au XVIIe siècle, est une médecine purement livresque. Hein. Si vous avez vu, lu, entendu le malade imaginaire, vous savez qu'à un moment donné, il y a les savantissimi doctores qui sont en train d'entourer le malade imaginaire, hein, qui est un hyperchondriaque, et en fait, ils essayent de dire, ben voilà, il faut le plonger, il faut le saigner, tout ça, et ils se basent sur Aristote, sur Galien, sur des auteurs qui ont des centaines et des centaines d'années, puisqu'ils remontent à l'Antiquité. Et donc, ça veut dire qu'encore au XVIIe siècle, jusqu'au XVIIe siècle, la médecine n'est pas expérimentale. Elle se base sur les écrits d'Aristote, sur les écrits de Galien, sur les écrits d'Hippocrate. Autrement dit, ben, vous imaginez une médecine qui est purement livresque. Hein, donc, il faut attendre, c'est seulement au XVIIe siècle qu'on découvre le microscope, enfin les Manuc, la circulation du sang au XVIIe siècle, l'anglais Harvey. Hein, et alors, il faudra surtout attendre le XIXe siècle hein, pour que la médecine connaisse un développement sur le plan expérimental et très tardivement, hein, au milieu du XIXe siècle, avec Claude Bernard, son fameux ouvrage Introduction à la médecine expérimentale. Je vais vous montrer maintenant très rapidement les quelques ouvrages. Un petit mot de conclusion. J'espère que vous avez vu tout l'intérêt et l'actualité du cours que je vous ai donné aujourd'hui. Vous êtes dans l'enseignement supérieur, vous devriez particulièrement sensible, même si ça vous paraît peut-être des vieilleries à certains moments, hein, ces universités sont à la base de l'enseignement supérieur que nous connaissons à l'heure actuelle. Je vous ai parlé du processus de Bologne, maintenant vous savez pourquoi on dit le processus de Bologne et pas le processus d'autre chose. C'est la première université en Europe. Hein. Voilà. La bibliographie, comme convenu, je vous ai déjà montré un certain nombre de livres, je ne reviens plus sur ces livres-là. En revanche, alors, un premier livre de Jacques Paul, Histoire intellectuelle de l'Occident médiéval, ça va comme ceci, plus bas, voilà, dans la collection U chez Armand Collin. Ensuite, de Philippe Wolff, L'éveil intellectuel de l'Europe, dans l'histoire de la pensée européenne, dans la collection Point Histoire. C'est un ouvrage, en fait, qui couvre la période immédiatement antérieure à celle traitée aujourd'hui, c'est-à-dire que ça va de la période de Charlemagne jusqu'au XIIe siècle. Alors, un grand classique, à la fois sur le plan intellectuel et sur le plan sociologique, de Jacques Le Goff, Les intellectuels au Moyen-Âge, chez Albin Michel, non, au Seuil plutôt, dans la collection Le temps qui court. Alors, de Pierre Richer, de l'éducation antique à l'éducation chevaleresque, question d'histoire Flammarion, c'est un recueil de textes et d'extraits d'historiens sur le sujet. Ce n'est pas vraiment le sujet que j'ai traité aujourd'hui, hein, mais enfin, ça y introduit un petit peu. Mais en revanche, du même auteur et de Jacques Verger, qui lui est le grand spécialiste des universités au Moyen-Âge, il a écrit entre autres un ouvrage qui s'intitule « Les universités au Moyen-Âge », dans la collection plurielle « Maître-élève au Moyen-Âge ». Alors c'est un ouvrage récent que je vous conseille vivement. Donc s'il fallait retenir un ouvrage pour cette leçon, ce serait celui-là. Ça couvre tout le Moyen-Âge, ça part du 5e siècle et ça va jusqu'à la fin du Moyen-Âge. Donc ça couvre toute l'histoire des universités, mais pas seulement. Hein. Vous avez également donc, ce qui correspond à l'enseignement primaire et secondaire de l'heure actuelle. Alors, des classiques, La philosophie du Moyen-Âge d'Émile Bréhier, chez Albin Michel. D'Étienne Gilson, La philosophie au Moyen-Âge, ici vous avez le tome 1, Petite bibliothèque Payot. Alors, d'Alain de Libéra, qui est maintenant professeur au Collège de France, La philosophie médiévale en que sais-je. Alors, pour l'histoire du droit romain et l'histoire du droit canon, je vous renvoie à au livre de celui qui fut mon professeur d'histoire du droit à l'Université de Bruxelles, Esquisse d'une histoire universelle du droit. C'est la première partie de l'introduction historique du droit, paru chez Breuilant en 1979. Il y a d'autres ouvrages sur la question aussi,
mais ça a été ma source d'inspiration pour aujourd'hui, donc j'aime autant citer mes sources plutôt que de faire semblant en vous montrant des tas d'ouvrages que je n'ai pas lus. Alors, de Jacques Squiénon, Paléographie du Moyen-Âge. Vous allez me dire, mais pourquoi il nous montre ça? Eh bien, je vous montre ce livre-là tout simplement parce que, ça c'est un aspect que je n'ai pas développé, à partir du 12e et surtout du XIIIe siècle, dans les universités, il y a eu une modification. À partir de ce moment-là, jusqu'avant, on lisait dans des livres enluminés, des livres extrêmement chers, etc., qui étaient copiés, ça prenait des dizaines, voire des centaines d'heures pour recopier certains livres. À partir de ce moment-là, les étudiants, et ça doit renvoyer à vous, vont commencer à prendre des notes. Hein? Ils vont commencer à prendre des notes, et donc on va changer d'écriture. Un petit peu comme vous, hein, vous écrivez avec des abréviations en sténo, etc. Mais certainement avec des abréviations. Hein. Je ne sais pas, pour écrire dans, vous allez écrire DS, pour écrire petit, vous allez écrire PT, etc. etc. Et c'est ce qui explique qu'à l'université, les historiens, les médiévistes comme moi, doivent étudier la paléographie, c'est-à-dire comprendre le système d'abréviation. Hein. Pas seulement pour les étudiants, mais il y a des tas de chartes qui ont donc des abréviations. Et on va passer d'une écriture qui était celle qu'on utilisait déjà à l'époque de Charlemagne, qui est une écriture, ce qu'on appelle la minuscule caroline. Vous voyez comme c'est très bien écrit. Hein? Même si vous ne comprenez pas latin, vous pouvez au moins le lire. Ça va aller? Oui, donc c'est très lisible. À une écriture qui est l'écriture gothique, hein, à partir du XIIIe, regardez. Alors là, c'est lisible, hein, parce qu'elle est très régulière. Hein, c'est une écriture régulière, mais qui n'est plus du tout la même. Regardez sur la page de droite. Ça, c'est une écriture qui date 1309. C'est le procès des Templiers. Alors effectivement, c'est écrit par un greffier, hein, dans un tribunal. Oui, c'est une écriture qu'on appelle une écriture cursive. Donc on passe de la minuscule à la cursive.